Donc ceux qui sont en rapport avec l'action pharmacologique. Deuxième chapitre, ceux qui sont éventuellement liés à l'action pharmacologique. Et là, éventuellement liés, c'est vraiment une précaution oratoire parce que on sait que c'est vraiment que c'est quand même très probablement lié à l'action pharmacologique. Donc vous en avez deux, mais on les retrouve, on les a déjà expliqués. Un, l'atout. La bradykinine fait partie des médiateurs de l'hyperréactivité bronchique, si vous voulez. Donc ça, on en a déjà parlé. Pourquoi? Souvenez-vous, l'enzyme de conversion d'angiotensinogène et l'équivalent de la kininase 2, on diminue la dégradation de la bradykinine. J'insiste pas. Et puis deuxièmement, ce qu'on appelle les réactions d'hypersensibilité. Les réactions d'hypersensibilité, vous en avez toujours de deux types. Vous avez toujours, on sépare toujours ce qui est l'allergie cutanée ou le choc anaphylactique. Choc anaphylactique, la pression s'effondre. Collapsus. Grande allergie cutanée aussi, sans forcément de modification hémodynamique. Mais surtout, j'attire votre attention sur les angioœdèmes. Les angioœdèmes s'appellent aussi œdème angioneurotique, ils s'appellent aussi œdème de Quincke. Et ça, c'est relativement spécifique des inhibiteurs d'enzymes de conversion dans le domaine de la pharmacologie, parce qu'il y a relativement peu de médicaments qui entraînent ça. Des médicaments qui entraînent des œdèmes histaminiques, mais pas forcément celui-là. Celui-là est relativement spécifique des inhibiteurs d'enzymes de conversion. Il est tout à fait exceptionnel, mais il peut survenir, il faut le savoir. Donc là, vous avez typiquement un gonflement de la langue, une obstruction des voies aériennes, et donc ce patient est sous oxygène. Et puis là, vous avez plutôt un œdème du visage et des lèvres, mais a priori, pas de troubles respiratoires. Donc on grade les angioœdèmes en fonction de ne nécessite aucun médicament, nécessite éventuellement des corticoïdes ou nécessite de l'adrénaline et de l'assistance respiratoire. Donc pour vous, à votre niveau, vous retenez tout angioœdème. La toux, je ne pense pas que je l'ai écrit, non. La toux, c'est une toux sèche, petite toux sèche irritative. Elle peut survenir 8 jours après le début du traitement, comme 3 mois après. Toujours avoir en tête chez quelqu'un qui tousse, hein, vous êtes médecin généraliste, le malade vient vous voir parce qu'il toux, il a une petite toux sèche irritative qui dure depuis des semaines, et la première question que vous lui posez, c'est prenez-vous des inhibiteurs d'enzymes de conversion? Donc la fréquence de la toux, c'est de l'ordre de 5 à 10%. Donc beaucoup plus fréquent que les angioœdèmes. Voilà, tout angioœdème, si vous retenez ça, vous avez compris, plus l'hypovolémie. On continue. Il y a d'autres effets que vous verrez traîner dans tous les bouquins, troubles digestifs, asthénie, spécifiques du captopril, agueusie, troubles hématologiques, etc. Pour vous dire que ce n'est pas la peine de le retenir, ce n'est pas notre problème. Le captopril ne se donne pratiquement plus et c'est des troubles exceptionnels et c'est quand on avait utilisé des fortes doses. Donc je préfère que vous reteniez bien ce qui est marqué en rouge, ce qui nous amène tout de suite aux IEC et à la grossesse. Les IEC sont contre-indiqués au cours du deuxième et du troisième trimestre de la grossesse. Voilà. Pourquoi? Eh bien parce que, il peut y avoir une toxicité fétale, et puis 2, une anurie sévère et prolongée, qui est une anurie néonatale. Encore une fois, parce que pour des questions d'hémodynamique et de remplissage et de volémie du nouveau-né, qui fait appel à son système rénine-angiotensine pour maintenir une perfusion rénale. Exactement comme si c'était une hypovolémie ou une sténose bilatérale des artères rénales. C'est le même mécanisme. Donc, une grossesse peut être démarrée sous IEC, si elle survient par hasard, comme ça, mais une hypertendue qui désire avoir une grossesse ne devrait pas être mise sous IEC ou ARA2. Vous voyez, chaque fois, on rentre dans des niveaux différents de complexité, mais à votre niveau, vous n'avez pas besoin de le savoir.
On continue avec les interactions médicamenteuses. Interaction médicamenteuse avec risque d'hyperkaliémie, c'est exactement tout ce que je vais vous redire là. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est classé d'une manière différente. Voilà. Donc, d'un effet indésirable, ça devient une interaction médicamenteuse à partir du moment où les facteurs favorisants sont des médicaments. Donc, on oublie l'âge, on oublie la néphropathie diabétique, on oublie la néphroangiosclérose. On rentre uniquement dans les médicaments. Je vous ai parlé tout à l'heure des diurétiques épargneurs de potassium. Je vous ai parlé des sels de potassium. Je vous ai parlé des AINS. Et je vous ai parlé des héparines de bas poids moléculaire. Les AINS, bon, je vous ai dit tout à l'heure, mais là je l'écris, je le détaille. Les AINS bloquent la production de prostaglandines rénales. Or, ces prostaglandines interviennent dans la vasodilatation de l'artériole afférente, modulent la réabsorption tubulaire de sodium et d'eau, stimulent la production d'aldostérone. Donc, tout ce qui peut intervenir d'une manière ou d'une autre dans l'installation de l'hyperkaliémie. Quant au mécanisme des héparines de bas poids moléculaire, qui pourrait freiner la sécrétion d'aldostérone, aussi ça se comprend plus facilement. Donc le risque d'hyperkaliémie, retenez bien, il est faible si le traitement est donné seul. Il commence à augmenter quand il existe, quand il s'agit du sujet âgé, quand il existe une néphropathie diabétique ou une toute autre maladie rénale associée. Et puis, bien entendu, quand il existe des interactions médicamenteuses. Maintenant, deux autres doivent être connues. Une dont on n'a pas encore parlé, qui sont les sels de lithium. Parce que le lithium est un anion qui s'échange avec le sodium. Et tout médicament qui entraîne plutôt une excrétion de sodium a tendance à monter la lithiémie. Donc risque de surdosage. Et le lithium, c'est commercialisé sous le nom de Theralite. C'est un médicament de la maladie bipolaire, la psychose maniaco-dépressive. C'est un médicament formidablement efficace qui nécessite des dosages réguliers pour s'assurer qu'il n'y a pas de surdosage. Et bien entendu, voilà, la médecine commence à être compliquée quand il faut traiter un hypertendu qui a une maladie bipolaire. Donc, retenez bien, IEC, ARA2 et lithium. Et puis, troisième catégorie, les interactions médicamenteuses avec un risque d'hypotension. Alors là, on en a déjà parlé, les risques hypokaliémiants, les diurétiques hypokaliémiants par hypovolémie. Donc vous pourrez lire dans le Vidal, etc., toutes les recommandations. Quand on veut rajouter un inhibiteur d'enzyme de conversion à un diurétique, on commence par baisser les doses de diurétique et on augmente progressivement les doses d'inhibiteurs d'enzyme de conversion. Ça, c'est la prudence. Contre-indications. Les contre-indications absolues, c'est les antécédents d'œdème de Quincke. Voilà, de toute façon, dans un dossier de médecine générale, donc n'importe quel dossier médical, c'est avez-vous déjà fait des œdèmes de Quincke ? Point. Puisque tout médicament est susceptible d'en déclencher, évidemment certains médicaments plus que d'autres. Donc toujours vous posez la question. La grossesse, contre-indication deuxième et troisième trimestre, pour les raisons que je vous ai expliquées. Troisième contre-indication absolue, l'infarctus du myocarde. Puisqu'en phase aiguë de l'infarctus du myocarde, la fonction cardiaque est tellement instable, puisque le myocarde est en pleine ischémie, la pression est tellement mal contrôlée qu'on ne peut pas se permettre d'aller bloquer un des grands systèmes régulateurs, qui est le système rénine-angiotensin, aldostérone. Donc, contre-indication absolue, ces trois-là que vous devez connaître, mais absolument par cœur, parce que c'est... alors, dans l'infarctus du myocarde, par définition, mais la grossesse, vous seriez répréhensible et les antécédents d'œdème de Quincke aussi. Par exemple, vous posez la question, avez-vous une allergie à l'aspirine ? Ça y est, pour vous, c'est intégré, l'allergie à l'aspirine. Dans tous les dossiers, est-ce qu'il y a une allergie à l'aspirine ? Très bien.
Mais il faut aller un petit peu au-delà de ça, et puis vous verrez. Mais ça, c'est très spécifique aux IEC. Et puis les contre-indications relatives, un pharmacien va toujours poser la question à votre malade quand il verra captopril, spironolactone. Êtes-vous sûr que... Voilà, c'est un des rôles de vigilance du pharmacien. Êtes-vous sûr que votre médecin a bien prescrit captopril et spironolactone? Savez-vous que... Tout ça, c'est de l'éducation thérapeutique. On apprend aux malades. Nos malades deviennent savants. Vous savez qu'on parle de malades experts dans les maladies rares. Il faut que nos malades soient des experts de leur maladie. Sténose bilatérale des artères rénales, toute relative, parce que ça dépend du type de traitement qu'on peut leur proposer. L'hyperkaliémie aussi, et le premier trimestre de la grossesse. Voilà, donc retenez bien, premier trimestre de la grossesse, une femme qui ne désire pas de grossesse peut être mise sous IEC ou ARA2, mais si elle désire une grossesse, il vaut tout de suite mieux chercher un autre médicament.